Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir ce matin. Merci d'avoir mis votre réveil, parce que c'est vrai que c'était un petit peu tôt. On est très heureux de vous accueillir pour présenter cette nouvelle étude qui est notre première étude de cette année 2026. D'ailleurs, j'en profite, meilleurs vœux à toutes et à tous. On est d'autant plus heureux que c'est une étude et un événement qu'on co-organise avec Alcom, qui est un éco-organisme qui lutte contre le jet de mégots et qui lutte contre la réduction du jet de mégots dans l'espace public. Alcom qui est aussi, par ailleurs, l'un des premiers partenaires de l'Institut Terram, qui a fait tout de suite confiance à ce projet-là. Aussi parce que, peut-être Pierre-Étienne, tu pourras nous le dire tout à l'heure, mais parce que pour l'Institut Terram, cet enjeu de la propreté dans l'espace public, mais aussi cette lutte contre les incivilités du quotidien, contre le jet de déchets sauvages, c'est quelque chose qui est central dans nos productions, parce qu'en découle tout un tas de choses dans nos territoires. On avait d'ailleurs sorti, fin 2024, en décembre 2024, une étude sur la question des déchets sauvages en ruralité, parce que c'est vrai que c'est une problématique dont on entend beaucoup parler dans l'espace politico-médiatique métropolitain, on va dire, en particulier parisien, parce que je crois qu'à Paris, c'est plus de 1000 tonnes de déchets sauvages par jour qui sont collectés. Mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qui touche beaucoup nos campagnes et qui a tout un tas d'externalités négatives d'un point de vue économique, politique, social, qui peut aussi créer beaucoup de défiance interpersonnelle aussi entre habitants de communes voisines. Et donc on a le plaisir ce matin de vous présenter notre toute dernière étude qui s'intitule « La France vue du sol, quand la géographie des mégots révèle les mutations des territoires ». Alors peut-être avant d'entrer dans le débat, si vous le voulez bien, je voudrais prendre quelques instants pour poser le cadre et expliquer ce qui fait la singularité, l'originalité de ce travail. Vous le savez, nous vivons dans un moment où cette question des territoires, elle apparaît de plus en plus dans le débat public. Et à titre personnel, je m'en réjouis. Ce qui pêche parfois, c'est souvent cette question des territoires qui est toujours vue via le prisme des fractures. On entend beaucoup parler des territoires, mais c'est souvent sur ces questions-là, des fractures, des tensions en fait, qui peuvent exister entre territoires. Alors que comme vous le savez, particulièrement ici, il existe tout un tas d'interconnexions humaines, culturelles, sociales, économiques, alors qu'ils sont peut-être un peu moins vendeurs, mais qui existent aussi bien entre individus qu'entre territoires. Et c'est vrai que dans ces analyses que l'on voit souvent, ce qui est mis en avant dans les méthodologies utilisées, ce sont des chiffres, des cartographies, des analyses aussi post-électorales, qui sont des outils extrêmement importants. Nous-mêmes, on les utilise souvent dans nos travaux, mais c'est vrai qu'ils ont aussi leurs limites, parce qu'ils disent souvent ce que sont les territoires, mais en mettant de côté la manière dont ces territoires sont vécus, sont pratiqués, sont habités au quotidien. Et c'est vrai que cette étude, La France vue du sol, que nous devons à Jean-Laurent Casselli, qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce matin, propose un vrai renversement, si vous voulez, du regard. Elle part d'un objet minuscule, banal, presque insignifiant, le mégot de cigarette, qui est jeté dans l'espace public. C'est un déchet que l'on voit partout, auquel on prête presque plus attention, en tout cas quand on vit dans la capitale ou dans des territoires métropolitains. Et qui pourtant constitue la première source de déchets retrouvés dans l'espace public. Et en s'intéressant à cette trace ordinaire, l'étude finalement, elle nous invite à observer les transformations, les mutations de nos territoires en France, à la hauteur du trottoir, au plus près des usages réels de l'espace public. Alors ce choix méthodologique, il n'est pas neutre. Il n'est jamais neutre avec Jean-Laurent quand on travaille avec lui. Ça fait près d'un an qu'on travaille sur ce sujet. Si vous voulez, l'idée, c'était vraiment, à travers cette géographie des mégots, d'observer les mutations territoriales qui apparaissent, à la fois des différences entre centre-ville, périphérie, lieux touristiques, lieux de passage, lieux de consommation, mais aussi des contrastes entre territoires où l'espace public est approprié, surveillé, investi, et d'autres territoires où on a le sentiment qu'on est vraiment sur des lieux de transit, et même dans l'imaginaire collectif, dans le récit qu'il peut y avoir, le sentiment que ce sont des territoires qui sont abandonnés par la puissance publique. Et donc bien sûr, derrière toute cette étude, on touche à la question du civisme, on touche à la question de l'aménagement, de politique publique, de responsabilité collective, et c'est vraiment tous ces enjeux qu'on va tenter d'aborder ce matin avec cette table ronde
que je trouve extrêmement complète, qui connaît particulièrement bien ces sujets, mais avec une vraie diversité de profils. Peut-être dans l'ordre, j'ai le plaisir d'accueillir donc l'auteur, Jean-Laurent Casselli, de cette étude, qui est essayiste, ancien journaliste et fondateur du bureau de tendance Maison Casselli, spécialiste des questions de mode de vie, de consommation et de territoire. Stéphanie Foucard, experte en changement de comportement et engagement social. Aude Guillaumard, délégué général de l'association Gestes Propres. Dorian Maillard, géographe spécialiste des enjeux de transition territoriale. Et Pierre-Étienne Delfly, responsable communication d'Alcom. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour commencer, je me tourne vers vous, vers toi, peut-être toi, parce qu'on se connaît quand même bien, cher Jean-Laurent. Cette étude, elle part d'un cas concret, les mégots de cigarettes, pour parler des mutations des territoires. Qu'est-ce que cette France vue du sol, elle permet de voir au-delà des analyses classiques dont je parlais un petit peu, des analyses statistiques, des sondages, des discours politiques, voilà, on voit bien, ça sature l'espace politico-médiatique. Là, on est sur une approche quand même très originale, singulière, qui permet de mettre en avant tout un tas de choses sur ces mutations territoriales. Merci Victor, merci d'avoir organisé cet événement de restitution. C'est sympa d'avoir le moment d'échange aussi avec les acteurs, les protagonistes de cette étude. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur le sujet des mégots de cigarettes, ce qui est un peu contre-intuitif. Peut-être que tu as très bien présenté les enjeux de l'étude, je t'en remercie. Je vais peut-être dire un petit mot de la démarche avant de parler du fond, même si je pense que l'idée aussi de la table ronde, c'est d'avoir des prismes divers et complémentaires par rapport à ce que vous allez trouver toutes et tous dans l'étude qui a été distribuée. Moi, j'ai trouvé. Alors, ça fait des années que je travaille comme journaliste, comme auteur, sur les sujets de mode de vie, les sujets de territoire. En revanche, je ne suis pas un spécialiste de la propreté. Je pense que c'était intéressant que je ne le sois pas, parce que dès le début, on s'est dit, en discutant avec Alcom, en discutant avec Teram, on m'a sensibilisé à ce sujet des déchets et à ce déchet particulier qu'est le mégot. Et au départ, je me rappelle quand on a parlé avec Pierre-Étienne, le moment où on m'a dit pour la première fois, j'ai entendu le terme de hotspot de mégot. Et en fait, déjà, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je vous le dis pour celles et ceux dans la salle qui ne sont pas au courant, c'est un lieu récurrent qui accueille des mégots jetés en fait par terre. Et en fait, ce qui est intéressant et marrant avec ces hotspots de mégots, c'est que donc Alcom avait commencé à travailler sur une typologie. C'est qu'en fait, ils sont le reflet d'un lieu de vie. Ça peut être un parvis de gare, ça peut être la terrasse d'un café, ça peut être une rue commerçante, ça peut être les abords d'un lieu public, d'une école. Et en fait, ce qui est très intéressant avec le mégot, c'est qu'il est produit la plupart du temps au lieu d'activité plutôt qu'au lieu de résidence. Et donc, il est un produit de l'activité humaine, notamment en particulier de la mobilité, du travail, des loisirs, des vacances, de la consommation. Donc, il est un reflet quasi parfait de la vie des Français dans les territoires. C'est pour ça que ça nous intéressait. Et de ce que Jacques Lévy, qui est un géographe, on en parlera tout à l'heure, appelle la France habitée, que moi j'appelle la France consommée. C'est-à-dire pas forcément la France, encore une fois, du sommeil et du lieu de résidence, mais la France réellement pratiquée à la journée. C'est pour ça que je vais donner un exemple très concret. Tout ce qui est berge, front de mer, plage urbaine, puisqu'on n'a plus le droit de fumer sur les plages depuis le 1er juillet de cette année, si je ne me trompe pas, sont des lieux de concentration de déchets et plus particulièrement de mégots, parce que c'est des lieux festifs, c'est des lieux agréables, c'est des lieux qui ont été aussi rendus à la population. Et donc très souvent, s'intéresser aux mégots de cigarettes, c'est s'intéresser à la manière dont vivent les gens. Ça, c'est un petit peu pour vous expliquer la démarche et pourquoi ça nous intéressé. Très vite, Victor l'a rappelé, on s'est dit qu'il fallait également
qui serait très pertinent d'aller sur le terrain, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'une revue de ce qui est de l'existant ou d'avoir pas juste une approche analytique mais plutôt concrète. Et donc c'est préparé, c'est mis en place ce petit tour de France des hotspots de mégots qu'on a décidé de faire en choisissant trois territoires qui, selon moi et selon nous, représentaient la diversité des situations, des strates territoriales, une métropole avec Grenoble, une grande ville, qui est une ville, pas forcément une ville touristique, mais qui accueille des touristes en transit vers les Alpes, qui est une ville étudiante, qui est une ville aussi qui est confrontée à des questions d'incivilité, d'insécurité, mais comme beaucoup de grandes villes. Amberieu-en-Bugey, qui est une ville moyenne, qui se situe à 1 heure de Lyon, qui est une ville d'environ 15 000 habitants, mais qui est au centre, qui rayonne sur un bassin de vie d'environ 80 000, et qui est une ville super intéressante parce que, comme toutes les villes moyennes, c'est vraiment la ville dans laquelle vous n'allez pas, si vous n'avez pas une raison précise d'y aller. Je suis désolé pour ses habitants, et en plus j'en connais, ils sont très sympas, mais c'est vraiment la ville moyenne normale, quoi, j'ai envie de dire, de loin. Amberieu, c'est bon là. Donc et on trouvait intéressant ce que renvoyait de cette strate justement territoriale avec c'est une ville qui a une très grande gare régionale, qui a un lieu de transit très important. C'est une ville qui a plusieurs lycées, un lycée général, un lycée pro, un lycée pro, pardon, un centre d'apprentis, plusieurs gymnases, une base aérienne, des fast-food, un centre-ville commerçant, des périphériques, etc. Donc on voyait là encore se dessiner dans cette deuxième strate de ville, toute la vie des Français à travers les hotspots de mégots. Et puis Bagnoul-sur-Mer, donc qui est une commune des Pyrénées-Orientales. Qui accueille des vacanciers en saison et l'été. Et donc je suis allé, j'ai aussi calé mon Tour de France sur la saisonnalité, puisque on m'a fait remonter assez rapidement, c'est que on m'a dit si tu veux voir des mégots, faut y aller au bon moment, il faut y aller en saison, donc plutôt au beau jour, quand les gens recommence à sortir et quand la vie finalement se déroule en extérieur, sur les terrasses de café, etc., et qu'on commence à boire, à faire la fête et donc à fumer. Et on sait que, on parlera, mais le caractère festif a tendance aussi à être un facteur aggravant dans le mauvais, le mésusage, on va dire, ou le mauvais geste. Voilà pour un peu la démarche. Peut-être que je peux m'arrêter là pour le moment, et puis si tu veux, Victor, me lancer ou faire tourner la parole. Ouais. Non, alors peut-être je me tourne vers Dorian. On est un peu serré sur cette scène, mais en tant que géographe spécialiste des transitions territoriales, j'ai envie de vous demander comment cette approche résonne-t-elle avec vos travaux. Jean-Laurent parlait de la France habitée, qui est notamment conceptualisée par le géographe Jacques Lévy, avec qui vous travaillez beaucoup. Cette France habitée, qu'est-ce qu'elle dit aussi des mutations actuelles de nos territoires, au-delà des découpages administratifs, statistiques classiques? Oui, merci pour l'invitation et merci également pour cette belle étude qui, nous, en tant que géographes, nous étonne beaucoup, parce que c'est une sorte de géographie de l'ordinaire que parfois, je ne sais pas si c'est oublié, mais voilà, on tend plutôt à se concentrer sur des objets bien formalisés, etc. Et donc trouver ce genre d'études est toujours très, très intéressant et assez innovant on voit vraiment ce côté extérieur au champ qui arrive à trouver des leviers d'activation. Donc c'est très bienvenu, je trouve. Et alors peut-être déjà pour faire une précision conceptuelle, lorsqu'on parle d'habiter, tout de suite à introduire peut-être un deuxième concept qui est résider. Donc la distinction entre habiter et résider, souvent je dis j'habite Paris, j'habite Grenoble, etc. pour dire je réside à. Donc ça renvoie au lieu où je dors la nuit, où j'ai, on va dire, une certaine reconnaissance institutionnelle, fiscale, juridique de où on peut me trouver normalement et m'envoyer des lettres. Sauf que, voilà, traditionnellement c'est cette approche-là qu'on a, sauf que depuis, on va dire, au moins un demi-siècle, mais c'est des processus un peu plus longs, mais on va dire qu'il y a une accélération depuis un certain nombre de décennies, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une déconnexion entre le fait de résider et d'habiter. Le périurbain, par exemple, en est un très bon exemple, où vous avez donc des communes où, a priori, il y a pas mal de gens qui résident, mais qui, en fait, n'habitent très peu leur commune, qui partent directement dans le pôle urbain d'à côté, la centralité d'à côté, pour travailler, consommer, se divertir, voir des amis, etc., etc.
Donc quand on fait tout de suite cette distinction entre résider et habiter, on voit effectivement des géographies différentes où l'INSEE d'un côté va nous produire dans une logique qui est la statistique étatique classique, donc et de savoir où est-ce qu'il y a des gens qui sont et comment je peux les taxer, pour dire les choses très rapidement. Quand on s'intéresse à l'habiter, on voit tout de suite une autre géographie qui se dessine, qui est effectivement ce que tu as appelé consommer, pratiquer, vécu, où on voit donc tout de suite une ère de structuration de ce qu'est l'espace de vie qui est différent et qui pose également des questions quand on a des aires de pratique de l'espace de vie qui, dans un même lieu de résidence, sont différentes. Je vais vous donner un exemple assez rapide. Moi, je travaille sur le bassin minier Pas-de-Calais, notamment sur des cités minières, où on a une logique historique de fixation, etc. Et on peut se retrouver donc, dans une cité minière où on a des gens qui sont nés dans la cité, qui ont toujours vécu là, qui ne partent jamais de leur commune parce qu'on est bien ici, je vois pas pourquoi j'irai ailleurs, avec des gens qui, eux, en fait, partent totalement ailleurs, travaillent à côté de l'île, font les courses sur la zone commerciale du coin, enfin en tout cas qui est sur la route pour rentrer chez eux. Et donc on se retrouve avec des superpositions de mode de vie et d'organisation spatiale de leur mode de vie qui sont différents alors qu'ils résident au même endroit. Et donc c'est pas parce qu'on a une entrée par le logement, par la résidence, qu'on arrive à appréhender en fait l'organisation concrète des modes de vie de ces gens-là et de ce que ça peut impliquer à la fois pour le lieu de résidence et même plus globalement pour l'espace urbain qui est structuré autour de ça. Et donc pour reboucler avec, voilà, c'était pour déjà poser les choses, et donc pour reboucler avec l'étude, traditionnellement la géographie elle s'intéresse à l'espace et à l'espace où les gens sont. Voilà. La géographie, elle est née sur les travaux de Vidal de Lablache, les genres de vie. Donc, c'est en gros, les gens sont là, comment ils font pour habiter là et au sens résider là et survivre là. Et donc, traditionnellement, on s'intéresse où sont les gens et typiquement leur lieu de résidence. Et il y a une évolution qui s'est faite, on va dire, à partir des années 70-80 et qui s'est accélérée au tournant du siècle, autour de tout ce qui est mobility turn, l'individu mobile, l'habitat polytopique. Donc, c'est-à-dire l'individu n'est plus fixe dans son logement, mais tend à bouger, à avoir des espaces de vie de plus en plus réticulaires, donc organisés en réseau, que vraiment je réside là et j'ai un territoire bien défini où je vais de un point A à un point B dans une logique très territoriale. Et donc la manière dont on a approché ça, en tout cas d'un point de vue académique, c'est par les pratiques principalement. Si on va voir les gens, on leur dit vous allez où pour consommer, vous allez où pour vous divertir, enfin où vous vous déplacez, quelle représentation vous avez de votre espace de vie, comment vous l'organisez, etc. Donc ce qu'on appelle par les spatialités, par l'organisation des modes de vie. Et ce qui pêche davantage pour nous lorsqu'on parle d'habiter, c'est de trouver des données qui, d'une certaine manière, caractérisent ces pratiques-là et ces évolutions-là, mais des données brutes, du quantitatif. Parce que ça, l'INSEE le fait très bien dans une logique de résidence, mais le fait beaucoup moins dans une logique d'habiter. Donc c'est par exemple ce qu'a proposé Jacques Lévy avec les données mobiles, donc en lien avec Jean Coldefy par exemple, voilà, il y a tout un collectif qui se structure autour de ça, avec Transdev si je ne me trompe pas, voilà, donc qui cherche à appréhender l'organisation de l'habité, donc les endroits qui se vident, qui se remplissent, etc., en fonction des pratiques concrètes des gens, à partir des données mobiles, parce qu'il y a une actualisation toutes les 30 minutes de savoir où sont les gens concrètement, quoi. Et donc ça, c'est un type d'indicateur, mais qui reste encore en chantier. Et je trouve que justement, l'entrée par l'Amigo est un autre type d'indicateur. Et qui a en plus, je trouve, un intérêt plus fort sur certains aspects alors peut-être moins généralisable que les données mobiles, mais par ailleurs, a une approche plus forte au sens où ça contextualise socialement la pratique. Parce que c'est le premier volet de l'enquête, c'est qui fume et qui tend à jeter le mégot par terre. Et donc en fait, c'est pas juste, on voit les espaces pratiqués, mais en plus de ça, on tend à avoir certains comportements, certains profils, et aussi peut-être certains rapports à l'espace public, etc. On en reparlera peut-être après, mais je trouve que ça donne en plus une profondeur à ça. Donc ça crée un indicateur sur l'habité, ce qui est super, et en plus de ça, ça donne une profondeur sur comment appréhender l'habité. Et peut-être après je continue le tour de table, mais Jean-Laurent, est-ce qu'il y a un profil type justement du fumeur dans ce que tu as pu observer dans tes recherches aussi ? Alors, c'est vrai que moi je voulais vraiment me concentrer sur cette géographie, sur le terrain et pas juste, condenser la littérature qui existe déjà, mais juste pour refaire un petit point là-dessus, de moins en moins de gens fument sur le long terme. Aujourd'hui, les derniers chiffres donnent quelque chose comme 25% de fumeurs occasionnels et 18% de fumeurs réguliers, quotidiens, pardon, donc c'est le plus faible taux jamais enregistré. Et en fait, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que plus la base des fumeurs s'est réduite, plus elle s'est spécialisée socialement,
pour le dire vite, et plus en fait le fumeur était monsieur et madame tout le monde il y a encore 50 ans, et j'en faisais partie comme beaucoup de Français, plus aujourd'hui il est plus segmenté socialement, sur le plan des diplômes, sur le plan de ses revenus, c'est plus un homme qu'une femme, etc. Et donc, et aussi, enfin, contrairement aux idées reçues, les jeunes fument, mais pas tous les, mais ça dépend quel type de jeunes. Et les jeunes bacheliers qui font des études ne fument plus du tout, et les jeunes qui n'ont pas de diplôme fument beaucoup. Et un chiffre qui m'a aussi énormément marqué, c'est que les prisonniers fument beaucoup. Ils sont 6 sur 10 ou 7 sur 10 à fumer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la cigarette, enfin le tabagisme est progressivement a progressivement été associé à une population qui est populaire, voire marginalisée. Et en fait, tout ça, quand on voit un hotspot de mégots, ça donne des images, ce que tu disais sur la caractéristique sociale de la pratique, ça donne des idées reçues. Or, le mégot, l'archéologie du mégot, la géographie et l'archéologie du mégot est intéressante parce que c'est comme sur une scène de crime, en fait, les protagonistes ne sont plus là. Donc il faut reconstituer le film, et c'est ce qu'on a fait avec les services de propreté, parce qu'à chaque fois dans chaque ville, j'avais un guide, j'avais une personne référente qui était soit la responsable de la propreté participative, soit le directeur des services techniques. Enfin, à chaque fois, il y avait une personne clé. Et qui m'a aidé, c'était super intéressant d'ailleurs, qui m'a aidé à faire un tour des hotspots pour me dire, bah là tu vois il a dû se passer ceci, cela à tel moment, le mégot étant très léger, il peut, le vent peut le faire bouger, un coup de balai peut le faire bouger, donc l'endroit où il s'est posé ne dit pas où il a été jeté. Et juste pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai aussi donné de ma personne, parce que quand un responsable des services techniques vous appelle pour un rendez-vous, généralement c'est à 5h30 du matin en centre-ville. Donc faut être là au moment où il s'occupe de dispatcher le travail à ses agents, et il commence à superviser la journée. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, parce que on fait des belles photos. J'ai fait des photos de Banyuls, notamment au lever du soleil sur la plage. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'on voit la ville se réveiller. Et on voit la ville telle qu'elle a été livrée par la population avant d'aller se coucher. Et alors, si vous arrivez un lundi matin, un mardi matin, ça va. Si c'est un samedi matin, le lendemain de début de week-end, et qu'il a fait beau la veille, et qu'on est en période de vacances, etc., etc. Plus on augmente les facteurs de risque, j'allais dire, plus on va retrouver des déchets et des mégots. Et c'est ce qu'on a très bien vu, notamment à Banyuls, sur la plage, puisqu'on j'ai pu assister un petit peu au ramassage des petits déchets. Notamment aussi carton de pizza, bâtonnet de glace, etc. Enfin tout ce qui fait en fait la vie, encore une fois, festive et récréative des gens, et le mégot parle très bien de ça. Et pardon Victor, j'ai un peu dérivé, mais voilà. Non, mais c'est très bien. Aude, je me tourne vers toi. Avec ton association Gestes Propres, ça fait des années maintenant que vous travaillez sur cette question des comportements, sur la question des déchets abandonnés. Donc on élargit là aussi la focale par rapport à cette question du mégot. Dans ce qui ressort de cette étude de Jean-Laurent, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, ou au contraire ça converge avec ce que vous observez depuis des années sur le terrain? Merci déjà, enchanté tout le monde, ravi d'être parmi vous. Et si tu veux dire un mot aussi sur Gestes Propres. Oui, peut-être voilà. Très rapidement, mais ça a été un peu dit. C'est une association qui est reconnue d'intérêt général et qui agit depuis plus de 50 ans pour faire évoluer les comportements face aux déchets abandonnés. Et pour ça, on s'appuie sur des études et des expérimentations terrain. Et on conçoit aussi des outils qui sont ensuite mis gratuitement à disposition des territoires. Donc, petite parenthèse, mais à toutes fins utiles. Et pour revenir sur la question non, on n'est pas surpris, et on trouve même que c'est particulièrement cohérent avec ce qu'on peut observer, et notamment les résultats d'un dernier baromètre comportemental qu'on a mené avec l'IFOP. Et justement, pour illustrer ces points de convergence, il y a 4, je trouve qu'il y a, enfin, en tout cas, je voulais mettre en exergue 4 points clés qui font justement fortement écho. Cette idée finalement que le civisme ne suffit pas à expliquer les mauvais gestes, parce que finalement, la grande majorité des gens ne se considèrent pas du tout des pollueurs. Quand on les interroge sur leurs pratiques, ils sont 98% à dire qu'ils font les bons gestes. Même si, après, quand on creuse un petit peu plus loin l'étude, 35% avouent avoir déjà jeté au moins un déchet au cours des 12 derniers mois. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même un décalage fort entre des valeurs,
des valeurs qui vont être affichées et les pratiques réelles. Donc ça, c'est un premier point, je trouve, qui en tout cas, est particulièrement bien corrélé à l'étude. Cette idée aussi, le deuxième point, que finalement, le contexte prime sur l'intention. Et on voit que le lieu, le moment, alors on parlait de festivités, mais en fait on voit qu'il y a plein de moments et de contextes. Le fait qu'il y ait une solution, donc on appelle solution dans notre jargon, ça va être la poubelle ou le cendrier, ou en tout cas un peu à portée de main, tout ça c'est déterminant. Et je trouve en tout cas que ça explique des résultats qui nous, dans notre baromètre, peuvent paraître contradictoires. Par exemple, on a posé la question, donc voilà, l'échantillon de plus de 2000 Français, est-ce qu'il vous arrive de ramasser des déchets, que ce soit occasionnellement ou lors de ramassages organisés? Et ils sont nombreux, enfin assez nombreux, 58%, je trouve que c'est quand même assez nombreux à dire oui. Puis j'ai demandé à l'IFOP, mais est-ce que parmi ces ramasseurs, il y aurait des jeteurs? Oui, 15% de ces ramasseurs qui sont aussi des jeteurs. Donc je trouve que ça explique peut-être justement ce côté, j'allais dire, comportement contextuel, hein, selon le moment, avec qui je me trouve. Et ça fait le lien avec un troisième point qui est justement l'importance de la norme sociale. Et peut-être pour simplifier derrière la norme sociale, finalement, le regard des autres, qui modifie fortement le comportement. On le voit dans l'étude, et nous, on l'a mesuré. Il y a 61% des répondants qui nous disent qu'ils vont renoncer à jeter un déchet lorsqu'ils se savent observer. Et ce chiffre, il passe à 86% si c'est un agent de propreté qui est à proximité. Bon, pas 100%, mais 86%. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce regard social, il est jugé plus dissuasif, finalement, qu'une sanction perçue comme peu probable. Parce que ça fait aussi partie des éléments qui reviennent. Et enfin, un quatrième point que je voulais souligner dans la convergence, en tout cas des enseignements, c'est qu'il y a des idées reçues qui persistent. Nous, on a posé une dizaine de questions, un peu un test de connaissance, que ce soit sur la composition des mégots, sur le fait du devenir du mégot quand il est dans le trottoir, est-ce qu'il va être filtré, rattrapé et autres. Et finalement, il y a seulement 14% qui font un parcours, qui répondent, qui font un sans faute. Et les jeteurs ont de moins bons résultats. Et enfin, j'ajouterais aussi qu'il y a une forme un peu d'optimisme excessif. Et pour illustrer ça, il y a 47% des Français qui pensent, par exemple, qu'un déchet abandonné sur une plage a des chances d'être ramassé. Tout ça pour dire que finalement, le mégot, il n'est pas en effet uniquement un problème de civisme, même si ça peut fortement nous agacer quand on travaille dans le milieu, parce qu'on se dit voilà. Mais qu'il est en effet bien révélateur des usages, des contextes, et finalement aussi du lien au territoire. Et ça me fait penser à une autre étude que nous avions publiée, comme je le disais, sur cette question des déchets sauvages en ruralité. Je trouve qu'il apparaissait un paradoxe très intéressant avec un clivage selon l'âge. Je ne sais pas ce qu'il en est dans ce baromètre, mais ce que l'on observait, c'est qu'il y avait une conscientisation des enjeux climatiques, environnementaux très puissante au sein des plus jeunes, des 18-24 ans. Mais par contre, c'était également ceux qui étaient les plus à même de jeter leurs déchets dans l'espace public. Est-ce que c'est ce qui ressort aussi de votre étude ? On observe ce chiffre, mais finalement, on en vient à se poser la question, est-ce que les jeunes, parce que on leur pose la question, hein, donc est-ce que les jeunes n'assument pas plus leurs gestes et donc osent davantage le dire ? Donc voilà, là on reste sur est-ce que je dis ce que je fais, est-ce que je dis pas ce que je fais ou ce que je fais pas ce que je dis, enfin bon bref, tout ça fait qu'en fait je pense que c'est peut-être presque plus un biais de déclaration, enfin peut-être qu'ils le font plus, en tout cas ils disent en effet, alors là c'est complètement en phase avec ce que vous dites, mais reste cette interprétation des chiffres face à du déclaratif. Stéphanie, ton expertise, elle porte sur le changement de comportement. Quand on voit que le jet de mégot peut autant varier selon un territoire, selon des typologies de territoires, qu'est-ce que cela dit finalement des ressorts psychologiques et sociaux des individus et qui sont à l'œuvre justement dans tous ces territoires ?
Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Et peut-être d'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé pendant plus de 15 ans sur la question des déchets, plutôt sur le volet déchets d'emballage. Ce que je trouve intéressant avec le déchet mégot, pour parler de contexte, c'est de son évolution déjà dans un contexte sociétal qui n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Donc le premier changement effectivement qu'on peut voir dans le temps, et tu l'as évoqué Jean-Laurent, c'est qu'en fait le mégot c'est d'abord un sujet de consommation, et la consommation elle a évolué et les consommateurs ne sont plus les mêmes. Donc souvenez-vous, la loi Evin c'est 92, mais en fait le véritable changement pour tous les fumeurs, qui était une majorité en 92, c'est fin 2006, 2007-2008. En fait, c'est l'application, le dernier décret d'application de la loi Evin qui interdit la consommation de tabac dans les bureaux, dans les cours de lycée, sur les quais de la gare. Et je me suis amusée hier soir à regarder des vidéos de l'INA, qui est un peu mon hobby préféré. Et je regardais les journaux télévisés locaux qui annonçaient la mise en application de cette loi avec des verbatims, vous savez, le principe des micro-trottoirs qui plaît beaucoup aux journalistes. Et on entendait des fumeurs dire mais on est des pestiférés, une dame très bien habillée qui fumait, qui disait moi je veux pas qu'on nous prenne pour des gens hors du commun. Et ce sont les verbatims voilà, que j'ai mémorisés. Et donc je me suis dit c'est quand même dingue parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est ne pas fumer. Mais il y a moins de 20 ans, les fumeurs étaient majoritaires. Et qu'est-ce que ça provoque par rapport à la question justement du mégot? C'est qu'en fait, il y a eu un premier effet de concentration, c'est d'abord la concentration effectivement micro-géographique. Si vous ne pouvez plus fumer dans un bureau, ben vous fumez en pied d'immeuble. Et donc une consommation qui effectivement a été dispersée, se retrouvent concentrés dans certains lieux, d'où effectivement les hotspots. Et pas dans n'importe quel lieu, dans un espace qui est public, dans un espace que l'on dit être un non-lieu. Parce qu'en fait, l'espace public, c'est une accumulation de lieux avec des gestionnaires différents. Et j'y reviendrai. Il y a un deuxième effet de concentration, c'est la concentration sur la population. Et tu le disais, Jean-Laurent, avec le temps, les consommateurs de tabac sont effectivement stigmatisés. Stigmatisés parce que quand on est fumeur, on a plus de chances d'avoir plus de 35 ans. On a plus de chances de faire partie des catégories populaires. Donc c'est un geste, la consommation de tabac n'est plus la norme. Donc on a deux effets de concentration qui font déjà que le contexte sociétal n'est plus le même. Les imaginaires associés au tabac ne sont plus les mêmes. Alors qu'est-ce que ça provoque du point de vue du comportement? Ça provoque déjà des réflexes de défense, des réflexes aussi d'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est vous êtes, et c'est ce que tu disais effectivement, plus susceptible de jeter votre mégot par terre lorsque vous êtes avec d'autres personnes parce que vous vous sentez moins observé, moins en dehors de la norme. Donc ça, c'est le contexte de situation de consommation, parce qu'effectivement, en matière de comportement, on ne peut pas parler d'un comportement pour un individu. Un même individu, un même fumeur va avoir des comportements différents en fonction des lieux et en fonction des moments de consommation. Donc la consommation qui va être festive, ou effectivement, outre le fait, alors peut-être j'aurais dû commencer sur une chose, je ne sais pas combien de fumeurs ou d'ex-fumeurs y a-t-il dans la salle. Je suis moi-même une fumeuse repentie. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fumé, sachez qu'on ne fume jamais en pleine conscience. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que la consommation même de tabac n'est pas rationalisée, c'est-à-dire que vous n'inspirez pas chaque bouffée en vous disant la fumée rentre dans mes poumons, mes petits alvéoles, etc. Vous pensez à autre chose. Vous pensez à ce que la personne en face de vous vous raconte, vous pensez à votre réunion qui va arriver que vous n'avez pas encore préparée, vous pensez au train qui vient bientôt partir ou à l'avion et vous êtes stressé, c'est-à-dire que vous êtes dans des contextes d'attention qui ne sont pas liés à votre geste. Et par ailleurs, si vous êtes fumeur régulier, donc je témoigne aussi d'expérience, mais plein d'études qui le montrent, vous êtes dans un automatisme. C'est quelque chose de fantastique. Par exemple, quand vous êtes fumeur, vous mettez toujours la main comme ça devant le briquet. Il peut faire un grand soleil, il n'y a pas de vent, mais vous avez ce geste. Et quand on est fumeur de longue date, eh ben on a le geste aussi de tomber par terre et d'écraser gentiment du talon.
Et ça, c'est un point qui est important, c'est que si j'ai parlé effectivement de l'évolution dans le temps, de l'évolution historique, ce n'était pas pour faire un rappel réglementaire, c'est aussi pour dire que le comportement, il met du temps avant de s'installer. Et quand vous êtes un homme de plus de 40 ans qui a commencé à fumer à 16 ans, c'est-à-dire qui a commencé à fumer au moment où il y avait la loi E20, au moment où la norme sociale était encore d'être fumée, et ben vous avez automatisé ce geste, et il est ancré depuis presque plus de 20 ans. Donc le désancrer au moment de la consommation est très compliqué. Ce qui signifie que dans la situation de consommation où vous êtes, vous devez avoir tout un environnement qui vous conduit à ne pas jeter. Donc un environnement favorable au fait de mettre ce mégot dans un cendrier. Et on y reviendra après, je pense. C'est ça toute la complexité, je pense, pour ceux qui s'occupent de la réduction des mégots, c'est d'arriver à encercler le geste du fumeur dans chaque situation de consommation, dans chaque situation où en fait il y a aussi d'autres personnes qui sont autour. Et je ne vais pas redire effectivement ce que tu as dit, c'est l'effet de groupe, hein, plus vous êtes entouré de personnes qui font un geste, qui peut être un mauvais geste, même si vous avez des valeurs, même si vous avez, voilà, vous n'avez pas envie de polluer l'environnement, ben vous êtes conduit à ne mal agir, entre guillemets. Donc plus que le comportement individuel, si je comprends bien, ce qui est déterminant, c'est le cas dans lequel il se trouve. Oui, nos comportements individuels, effectivement, s'inscrivent dans des strates qui sont des strates collectives. Et je pense qu'effectivement, même si on peut agir, on peut agir à l'échelle d'un individu, il ne faut pas y voir une intentionnalité. Et c'est peut-être un point aussi d'attention sur la manière dont on gère aujourd'hui le mégot. On est passé quand même de fumer, qui était un problème lié plutôt à la santé, donc la loi E20, 92. Fumer devient un problème qui est aussi lié à la propreté, donc ça c'est effectivement 2008, mais la propreté au sens la pollution visible. Là on est dans une autre strate qui est, et en fait tu parlais du parcours dans le baromètre qui n'est pas connu des fumeurs, donc fumeuse repentie je peux l'avouer, un nombre de mégots que j'ai mis dans le caniveau en le poussant gentiment de ma chaussure, à une époque où je m'occupais déjà de bonnes pratiques environnementales, je travaillais sur les déchets d'emballage, donc j'essayais de convaincre tout le monde de bien trier. Et moi, en tant que fumeuse, je jetais mon mégot dans le caniveau. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était limiter une pollution visuelle et pas environnementale. Et je pense que c'est là aussi le niveau de difficulté supplémentaire aujourd'hui pour tous ceux qui s'occupent, pour les élus, pour les équipes municipales, c'est d'arriver à cranter sur ce sujet-là et de dire c'est pas simplement ne pas jeter sur la voie publique pour des questions de propreté, c'est aussi penser à l'impact du déchet, voilà. Alors que la consommation de tabac est quand même associée, rappelons-le, au plaisir. Pierre-Étienne, en tant que responsable de la communication chez Alcom, comment vous percevez cette lecture territoriale des mégots qui ressort de cette étude? Et puis, par ailleurs, est-ce que ça peut avoir des conséquences dans votre manière de penser votre relation avec les collectivités avec qui vous travaillez beaucoup? Et peut-être aussi quelques mots sur Alcom. Merci Victor. C'est très dur pour moi de ne pas rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Stéphanie. Parce que on a eu beaucoup d'expérimentations. Justement, on a essayé de travailler sur ce volet inconscient. Je pense à des nudges qu'on a pu tester justement pour essayer des nudges, tu peux peut-être... les nudges, ça va justement être des indices visuels avec par exemple des pas au sol ou des indications de la signalétique qui a été travaillée de manière comportementale justement pour faire exactement ce dont tu parlais, chère Stéphanie, de dire plutôt que de vouloir convaincre, à ce moment-là, on accompagne et on mise sur cet automatisme justement dont tu parlais. Mais je vais m'astreindre à répondre aussi à ta question, Victor, pour prendre un pas de recul et regarder au niveau collectivité. Déjà, nous, on était ravis chez Alcom lorsque Jean-Laurent et Victor sont venus nous dire on pense qu'il y a un potentiel de partir de ces mégots et d'aller raconter, voilà, de sortir de l'enjeu simplement propreté et de réussir à aller en faire un déterminant, comme on le voit, social, sociologique, géographique. Et donc nous, on était ravis de ça parce que pour nous, cette étude, elle permet aussi quelque chose, c'est que nos interlocuteurs dans les collectivités, qui sont donc, comme tu l'as vu Jean-Laurent, quand tu étais sur le terrain, principalement justement des responsables propreté, etc., en fait,
cette étude, pour moi, leur donne des arguments, leur donne en fait de la légitimité et leur donne du poids au sein même d'un conseil municipal ou dans l'exercice décisionnaire de la collectivité pour dire, regardez, aujourd'hui, moi je vous parle de mégots, mais derrière, ce qu'on retrouve, c'est du bien vivre ensemble, c'est de l'appropriation d'un espace, c'est un enjeu fédérateur pour la collectivité dans laquelle on est. Et en fait, on se rend compte que voilà, ça va très vite plus loin. Nous, on est monomaniaque du mégot en fait chez Alcom. Hein. Je vais expliquer après qui on est. Mais nous, on connaît l'enjeu déjà aussi d'un point de vue pollution qui a été évoqué. Aujourd'hui, en France, on retrouve en moyenne, d'après notre étude de gisement, 1,3 mégots tous les 10 mètres de voirie. Et ce chiffre montre à quasiment 1 mégot tous les 2 mètres quand on est dans les villes urbaines denses. On est à 4,5 mégots tous les 10 mètres. Donc, il est omniprésent en fait ce déchet. Et donc pour nous, réussir à faire cette prise de conscience dans les collectivités, c'est majeur pour réussir notre mission. Nous, Alcom, donc on est un éco-organisme. On est issu de la loi AGEC, donc contre les plastiques à usage unique. Donc les mégots en sont un plastique à usage unique par le filtre. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a la slide qui est derrière moi. En quelques mots, je vais peut-être vous présenter qui est Alcom. Aujourd'hui, donc, notre objectif fixé par l'État, c'est de réduire de 40% le nombre de mégots qu'on va retrouver dans l'espace public, donc en réduisant les fameux hotspots dont Jean-Laurent nous a parlé, idéalement les faisant disparaître au bout d'un moment. Un mégot, ça disparaît au bout de combien de temps si on le laisse comme ça dans la rue Alors, c'est très des années, variable. des années. C'est très variable, mais on parle d'environ une dizaine d'années pour que vraiment il se désagrège complètement. Voilà. Aujourd'hui, donc pour réussir justement à agir avant ça, l'idée pour nous, c'est justement d'embarquer les collectivités locales pour qu'elles puissent travailler sur cette problématique des mégots. Et c'est aussi de faire adopter nous-mêmes le bon geste avec des campagnes, avec des outils de sensibilisation et avec l'accompagnement qu'on propose aux collectivités. Aujourd'hui, Alcom, c'est 2008, au dernier chiffre que j'ai eu ce matin, collectivités qui sont contractualisées. Donc ça représente environ 30 millions d'habitants, avec une croissance en termes de nombre de contrats de 51% par an. Donc on voit que ça augmente très vite. Les collectivités, vraiment, voilà, il y a un mouvement, on le voit dans les collectivités, pour rejoindre Alcom et travailler sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de cendriers de poche qui ont été distribués. Donc pareil, pour rebondir, quand on parle de nouvelles habitudes à créer, de nouveaux automatismes de la part des fumeurs, pour nous, le cendrier de poche, il a un potentiel énorme pour ça. Parce que justement, on sort de ce côté très contextualisé dont on a parlé, qu'on voit très bien dans l'étude, et on essaie de créer ce nouveau réflexe qui fait que dans toute situation, de toute façon, si j'ai mon cendrier de poche et que j'ai l'habitude de l'utiliser, ça va venir un peu lisser justement ce phénomène-là. Et donc ça permet d'éviter qu'une même personne qui peut être très bien intentionnée, dans certains contextes, se retrouve à jeter son mégot par terre. Le cendrier de poche, pour nous, ça fait partie des solutions pour justement gommer un peu ce phénomène-là, parce que le contexte, du coup, se retrouve similaire dans tous les contextes. Il a bien son cendrier de poche sur lui, donc ça permet pour nous de réduire un peu ce phénomène. Et aujourd'hui, c'est plus de 20 000 aussi cendriers de rue et étais noirs qui ont été distribués aux collectivités. Donc cendriers de rue, mais aussi étais noirs, je le précise bien, puisque l'été noir a aussi son potentiel pour simplement rassurer, inciter, encourager les fumeurs à bien jeter dans une poubelle de rue, une corbeille, puisqu'ils vont avoir le réflexe de pouvoir, donc au lieu de l'écraser sous le talon, de l'écraser sur le côté de la corbeille et le jeter dedans. Et donc, comment on accompagne les collectivités? C'est avec un soutien financier qui leur permet notamment de nettoyer les mégots au sol, et ensuite avec des outils de sensibilisation qu'on leur met à disposition, et donc ces fameux cendriers de rue et étais noirs. Et pour revenir plus spécifiquement sur ta question, nous on a une approche qui est différenciée en fonction de 4 grandes typologies de villes qui sont les villes urbaines denses, où on va retrouver, on le voit dans l'étude, vraiment des grandes concentrations de mégots, puisqu'on retrouve des grandes concentrations de flux d'utilisation de ces espaces, les villes urbaines, et ensuite on a d'un côté tout ce qui est villes et villages plus ruraux, sur lesquels en effet avec l'Institut Terram, il y avait également eu une étude qui nous avait beaucoup intéressé l'année dernière. Et également tous les territoires touristiques, type Banyuls, qui s'est prêté à l'étude et qui ont encore une fois des problématiques très différentes avec de grands tempos dans l'année en fonction de la période touristique qu'ils vont rencontrer. Et nous aujourd'hui, chez Alcom, donc ça fait 4 ans maintenant, 4 ans et demi même qu'on agit sur tous ces sujets, et on est en train vraiment de développer cette approche
dédié aux différents territoires avec des outils différents, avec des moyens différents qui sont mis, une animation différente pour qu'ils puissent partager ces bonnes pratiques, puisqu'on se rend compte que pour eux c'est essentiel, puisqu'il n'y a pas une seule bonne manière en tant que territoire d'aller affronter ce sujet-là. Alors, peut-être maintenant qu'on a fait un premier tour de table complet, peut-être se projeter, aller au-delà du diagnostic, de l'analyse. Comme vous le savez, toutes et tous, il y a les municipales qui vont vite arriver dans un peu moins de 2 mois. On voit dans les différentes enquêtes, dans les différents baromètres qui sont publiés, que cet enjeu de la propreté, mais aussi cet enjeu de la lutte contre les incivilités du quotidien, ça forme à la fois beaucoup de préoccupations et beaucoup d'attentes de la part de nos concitoyens. Donc réfléchir collectivement à quels sont ces leviers d'action. Peut-être je me tourne d'abord vers toi, Stéphanie. Qu'est-ce qui est le plus déterminant finalement? Agir sur les normes sociales, agir sur l'émotion, la contrainte, le design, dans tout ce que tu as pu observer, toi, sur le terrain depuis des années, qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, en matière de comportement, il n'y a pas une solution. Et je pense que pour les élus, mais même pour nous, à titre individuel, sur un sujet qui est aussi émotionnel que la question du déchet, il est très difficile de ne pas être satisfait sur le fait qu'un problème est une solution. C'est pour ça d'ailleurs que le sujet de la propreté est souvent abordé sous l'angle du nettoiement, donc de la réparation, de cacher ce déchet que je ne veux plus voir, plutôt que sous l'angle de l'origine et de pourquoi on en arrive à effectivement ce type de déchets dans les rues et dans les hotspots. Donc quand on agit sur le comportement, on va toucher à 2 gros sujets qui sont autant de choses trappes: la question de la responsabilité et la question de la morale. Alors, je vais peut-être commencer par la morale. Le déchet, c'est le bien et le mal. Jeter son mégot par terre ou jeter son mégot dans le caniveau, c'est le mauvais geste. Donc il y a des mauvais gestes et il y a des bons gestes. Et puis la question de la responsabilité, c'est qui est responsable de la gestion de cette pollution. Et ça touche en fait, alors il n'y a pas de bons et de mauvais gestes, donc déjà c'est très difficile de faire le deuil quand on travaille sur les solutions de cette approche moralisatrice, parce qu'il faut du coup considérer que la personne qui va jeter son mégot n'est pas quelqu'un qui agit en intentionnalité. Donc tous les aspects d'information, de coercition, d'amende seuls ne vont pas fonctionner puisqu'il n'y a pas d'intentionnalité. Et la deuxième chose qui est très difficile, c'est de travailler sur la question de la responsabilité. Et on le voit bien d'ailleurs à l'approche des municipales, que le sujet de la propreté est souvent abordé sous l'angle de la responsabilité. On est à Paris, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Paris, mais il y a quand même, quand il y a des problèmes de propreté, c'est la responsabilité de l'élu qui ne met pas assez de moyens. Et peut-être une autre idée reçue, la question des déchets n'est pas une question de moyens en termes de quantité, mais plutôt d'articulation des moyens, avec une approche, et attention, je vais lâcher le mot qui va irriter tous les décisionnaires, une approche systémique. Alors pourquoi je fais cette petite blague? Parce que quand vous parlez d'approche systémique dans n'importe quel cercle décisionnaire, vous avez en retour le « ouh là 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 », trop compliqué, pas assez vendeur, pas assez lisible, pas assez efficace. Or, pour répondre à ta question, effectivement, en matière de comportement, il faut travailler sur le système. Donc il faut travailler sur le contexte, effectivement, là on parle de contexte urbain. Il faut arriver à mobiliser tous ceux qui sont les acteurs du lieu. Donc Jean-Laurent, tu en parles bien d'ailleurs dans les monographies. On voit bien que ce n'est pas le fait finalement d'une seule personne, d'une seule équipe municipale. Ça va être les commerçants qui vont être appelés à la rescousse, ça va être les éducateurs sportifs du club de foot, ça va être les parents d'élèves à la sortie des écoles, donc ça va être la question des relais. Ça va être aussi des aspects d'information. On en a parlé, et effectivement, Pierre-Étienne, tu pourras peut-être revenir là-dessus. Il faut informer de l'interdiction, ou en tout cas le fait de ne pas jeter, mais il faut aussi informer des conséquences de l'acte, parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité, le fait de faire une mauvaise chose. Il y a quelquefois aussi, et j'en parlais sur le fait de jeter dans le caniveau, une méconnaissance de ce qu'il faut faire, du bon geste. Et puis, il y a la question qui est souvent aussi minorée, celle des infrastructures, des équipements. Je trouve que le cendrier, effectivement, c'est le meilleur équipement puisque vous avez la solution
qui est avec vous. Je pense par contre qu'il faudra un peu de temps pour que ça s'installe comme une pratique qui est liée à la consommation de tabac. Et c'est peut-être le dernier point, avant, voilà, je ne vais pas faire un développé théorique sur les leviers comportementaux, mais il faut garder aussi en tête, et je pense que ça c'est politiquement très difficile à entendre, c'est que le changement de comportement, il s'installe dans le temps. Et vous ne pouvez pas changer de comportement, à moins effectivement de solutions très extrêmes, dans un temps court. Donc j'ai peut-être un message d'espoir aussi, c'est que comme il y a une évolution de la consommation du tabac et que les fumeurs âgés ne vont plus être là, non mais, enfin, dit comme ça paraît cynique et je viens de m'en rendre compte au moment où je le dis. Mais il y a un rajeunissement en fait de la population de la consommation de tabac, mais du coup qui a été exposé depuis très longtemps à cette interdiction, au fait de ne pas jeter, et donc ça va forcément générer des comportements plus vertueux. Pierre-Étienne, tu parlais tout à l'heure de ce que vous faites, de ce que vous pouvez apporter aux collectivités. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que les collectivités elles jouent bien le jeu par rapport aux dispositifs qui existent, par rapport aux dispositifs que vous pouvez mettre en place? Et puis, par ailleurs, est-ce qu'il y a une approche différenciée aussi selon les typologies de territoire, selon effectivement que ce soit des communes qui soient plutôt dans des aires urbaines extrêmement denses, dans des zones montagneuses ou le long d'un littoral, par exemple? En fait, on observe, il y avait un mouvement avant même qu'Alcom existe, bien sûr, il y avait un mouvement dans certaines collectivités qui avaient vu cette problématique et qui depuis de nombreuses années voulait lutter contre ce phénomène. J'ai demandé en effet à mettre ce deuxième slide qui pour moi est important parce qu'on y retrouve la dernière campagne que nous avons développée au sein d'Alcom et qui est mise à disposition dans les territoires. Et la spécificité qu'on a fait pour cette dernière campagne, c'est qu'on est, après donc, différentes réunions de préparation, d'échanges avec elle et de brainstorming, on a fini par avoir une approche vraiment par territoire. Donc c'est là que vous pouvez voir en majeur, on a l'affiche un peu générique, mais sur la droite, vous allez avoir une approche pour une cité plutôt balnéaire, un bord de route avec une voiture qu'on voit partir au loin, donc on se doute que ça a été dans un territoire rural où c'est plutôt ces mégots qui sont jetés depuis des véhicules en marche qui représentent une problématique importante, dans un territoire touristique de montagne. Et ensuite, on a bien sûr le mégot qui est finalement celui qui va être le plus représenté en nombre, à savoir celui qui a été jeté sur un trottoir ou sur un bord de trottoir. Donc, cette demande, elle nous est venue des territoires et nous, la dernière campagne nationale qui date de l'année dernière a été déployée avec à chaque fois le visuel qui correspondait en fait en majeur au type de territoire dans lequel on se trouvait. Parce que pour pouvoir, et c'est tout ce qu'on voit pour moi aussi dans cette étude, c'est que pour pouvoir se sentir concerné par un message de prévention, un message d'information, il faut se reconnaître, il faut reconnaître l'endroit où on vit. Je sais qu'il y a eu d'autres expérimentations, on aura aussi l'occasion sûrement d'en parler, où vraiment il y a la notion d'appartenance qui a été testée. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qui fonctionne pour que, justement pour que le consommateur, mais même également le décisionnaire au niveau de la collectivité, se sente concerné, se retrouve dans un décor dans lequel il arrive à se projeter. Et pour répondre à ta question, oui, on a des villes qui sont très actives, et d'ailleurs j'en profite pour remercier à nouveau Grenoble, Banyuls et Ambérieux qui se sont prêtés au jeu, qui ont répondu aux questions et aux observations de Jean-Laurent. On voit que les approches sont très différentes. Grenoble, ils étaient partis notamment beaucoup sur cette signalétique dont on parlait, avec une couleur unique sur les corbeilles, avec également tout un processus avec les commerçants qui avaient été mis en place de responsabilisation. À Ambérieu-en-Bugey, il y avait également eu cette responsabilisation, notamment sur tout ce qui était café, hôtel, restaurant, et également de la médiation en face à face qui avait été réalisée avec Unicité, donc une association justement qui fait travailler des jeunes en service civique exactement pour aller à la rencontre. Et ça, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. C'est la médiation en direct, surtout en donnant un petit cendrier de poche aussi en même temps. Ça permet vraiment d'ancrer le message, de le faire passer de manière, pour le coup, totalement personnifiée et avec des vrais habitants de ces villes. Et le message passe très bien.
Et enfin à Banyuls également, donc toute une signalétique qui avait été mise en place pour justement amener vers ces dispositifs, parce que dans ce type de territoire touristique, parfois ça peut être, comme tu le disais, on est sur une plage, on peut être un petit peu, il y a un petit peu d'organisation à prévoir, on va dire, pour pouvoir ramener ensuite ces déchets. Ils avaient beaucoup travaillé là-dessus. Et également sur tout l'aspect terrasse avec les commerçants. Et en fait, on voit que les villes savent, en fait, in fine, qu'au sein même de leur territoire, et en fonction de la typologie d'habitants et de visiteurs qu'ils vont avoir, il faut adopter une stratégie différente. Et nous, cette richesse d'informations, on ne l'aura jamais complètement chez Alcom. Ça se jouera toujours sur le territoire. Et pour nous, notre objectif, c'est aussi d'être un agrégateur, un animateur et une sorte de mégaphone des initiatives qui ont bien fonctionné, des prises d'initiatives qui ont eu des résultats. Et pour nous, ce sont les villes qui seront les plus à même ensuite de pouvoir se reconnaître, se dire tiens, ce que j'ai vu à Banyuls, moi finalement, je me rends compte que je suis dans deux villes ne sont jamais totalement équivalentes, mais de se dire j'ai certains bouts de mon territoire où en fait je reconnais des utilisations, je reconnais des profils de visiteurs qui sont assez similaires. Donc si jamais je vois que sur ce territoire ça a fonctionné, j'ai tout intérêt à aller tester une approche un peu équivalente. Et nous ensuite on est là, encore une fois, Alcom, pour leur dire nous avons des outils qu'on peut vous mettre à disposition en termes d'été noir, en termes de cendrier, en termes d'outils de sensibilisation qui vous permettent d'aller vous rapprocher de ce qui a été testé dans ce territoire et on l'espère, obtenir des résultats encourageants comme on a pu l'observer là-bas. Et le fait qu'il y ait des élections municipales là, qui arrivent, est-ce que ça a été un accélérateur aussi des demandes qui peuvent vous être faites de la part des collectivités dans la conscientisation, mais aussi la nécessité en fait d'aménager l'espace public pour effectivement éviter ces jets de mégots? Eh bien, je dois reconnaître qu'on a été surpris chez Alcom. Les données que nous ont remontées nos délégués régionaux, on pensait que dès le mois de septembre, octobre, il allait y avoir un ralentissement de la contractualisation, parce que justement, période électorale, etc. Et finalement, le mois de décembre a été celui où on a vu le plus de contractualisation en 2025. Donc en fait, il y a eu plutôt un phénomène inverse qui s'est mis en place. Et je pense qu'il n'est pas anodin et qui montre justement ce côté, les équipes qui étaient en place se sont dit, nous en fait on veut que ce contrat soit mis en place et que le mouvement soit lancé, peut-être avant qu'il y ait potentiellement une passation, etc. Parce qu'ils avaient pris conscience de l'importance d'agir sur ce sujet. Donc oui, la réponse est, on voit qu'il y a un mouvement qui se fait par rapport à ça. Et moi, le message que je voudrais rappeler là-dessus, c'est que ce qu'on voit dans cette étude, c'est qu'encore une fois, le mégot, c'est un marqueur, ça permet d'illustrer l'appropriation, mais c'est aussi un sujet qui est très fédérateur. C'est-à-dire que quand on va à la rencontre, on parlait de micro-trottoirs, etc., nous, les différentes études et enquêtes qu'on a pu mener, quand on va à la rencontre des habitants, on se rend compte que lorsque leur collectivité en fait, agit sur ce sujet de manière visible, c'est-à-dire qu'ils voient des nouveaux équipements, ils voient des nouvelles campagnes d'information, ils voient de la médiation, ils voient de la sensibilisation qui est faite par les équipes, et en fait c'est quelque chose qui est très bénéfique en fait, pour l'image aussi de la collectivité, puisque les habitants à ce moment-là se disent je suis dans un cadre dans lequel on essaie de soigner l'endroit dans lequel je vis, on va à la rencontre aussi de personnes qui sont dans des mauvais comportements comme on disait, donc ça c'est quelque chose qui est très bénéfique, parce qu'ils ils essayent d'agir contre ces mauvais comportements, et donc dans le cadre d'élections, on sait que c'est un sujet qui peut aussi créer vraiment un sentiment d'appartenance et être fédérateur auprès d'une population. Alors, peut-être pour conclure ce tour de table, je vous propose qu'on y accorde une dizaine de minutes, parce que ça nous laissera le temps, après, d'avoir des échanges avec le public. Je le dis aussi, comme ça vous laisse le temps de préparer vos questions. Aude, je me tourne vers toi. Au-delà du seul sujet du mégot de cigarette, quelle piste vois-tu pour améliorer l'articulation entre prévention, aménagement de l'espace public et responsabilisation des acteurs locaux? Alors je vais peut-être utiliser un autre mot, mais je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit, et notamment la notion de systémique. Alors peut-être un mot plus vendeur, je ne sais pas, mais en tout cas nous on pense que la prévention doit être pensée dans une logique de marketing territorial. Le bon message, au bon endroit, au bon moment, avec les bons codes, en tout cas qui vont parler aux usagers. Et c'est ce qu'on a
Pierre-Étienne, tu le mentionnais, mais expérimenté notamment avec la métropole de Lyon sur une ligne de bus qui était très fréquentée, enfin qui est très fréquentée, et qui traverse la métropole vraiment du nord au sud, et donc qui traverse trois villes et trois villes différentes avec des spécificités différentes. Et les principes du coup qu'on a testés, mis en place dans justement cette logique marketing territorial, c'est vraiment partir des territoires tels qu'ils sont vécus. Donc c'est vrai que ça nous a, enfin voilà, on se dit que finalement on agrège des connaissances et on voit qu'il y a des choses qui se confirment et c'est intéressant. Comme le montre l'étude Mégo, en fait les déchets ils suivent aussi des flux, que ce soit des temps de vie, des habitudes, temps de consommation et autres. Et donc c'est intéressant de voir comment ça se passe sur le terrain. Et pour donner des exemples du dispositif, parce que ça a été un dispositif après qui a été imaginé de sensibilisation très, très globale et dans une approche 360, par exemple, on a remarqué, quand on prend le bus, on peut être un peu pressé, on ne va pas forcément prendre le temps de chercher une poubelle. Et donc, comment on met des marquages au sol pour rendre plus visible la poubelle et pouvoir se débarrasser plus rapidement. On s'est aussi rendu compte, via de l'observation, que le geste d'abandonner se faisait beaucoup avant de monter dans le bus. Hop. Et donc, on a posé des vitrophanies, avec des petits pictogrammes assez simples, de rappeler le geste de mettre à la poubelle, juste sur les portes de bus, donc juste avant de monter. Où on a observé aussi que on peut avoir des fois, il y a des situations qui peuvent créer des bonnes excuses, du genre « Ah oui, mais la poubelle était trop pleine ». Donc des petits stickers très visibles, ils étaient de couleur rose un peu flashy, sur poubelle trop pleine, attendre la prochaine. Donc voilà, on va pour faire le geste et au moment il y a une indication et on aide à la prise de conscience, donc c'est quelques exemples. Il y a un deuxième principe qui a été beaucoup discuté et que tu illustrais, Pierre-Étienne, avec la déclinaison des campagnes de sensibilisation par typologie d'espace ou de lieu de vie, c'est comment on active le sentiment d'appartenance. Et donc on a aussi perçu cette différence quoi. Dans les villes, en fait, si on est à Rieux, selon là où on se trouve, on n'a pas le même sentiment d'appartenance et comment on active aussi un peu ce sentiment de fierté. Donc on a imaginé une campagne autour d'un message qui s'appelait « Parce qu'ici, c'est chez nous ». Et avec à chaque fois des visuels de quartiers, des quartiers qui étaient traversés par la ligne et donc qui changeaient à chaque fois tout le long du trajet. L'idée étant justement de créer un sentiment de responsabilité dans ces lieux de transit où on voit que finalement ces lieux de transit, c'est des lieux un peu à tout le monde et à personne et où les règles de civilité ont tendance à baisser. Troisième principe qu'on a mis en application, c'est d'adapter les outils au contexte. Donc c'est vrai que ça revient aussi sur finalement, on peut imaginer différents formats, différents niveaux de lecture. Si vous passez, il faut que ce soit très visuel, très simple, très allégé. On ne va pas avoir le temps de lire. C'est comment on arrive à capter l'attention très rapidement. Mais si on est bloqué dans le bus, un peu serré ou en train d'attendre, et là, comment on apporte un autre niveau d'information? Comment on peut amener aussi un peu de la pédagogie? Parce qu'on voit que la pédagogie et la prise de conscience qu'en fait, le mégot, il peut atteindre la mer. Et je rebondis sur est-ce qu'il disparaît? Parce que c'était un peu, mais je renfonce le clou parce qu'il disparaît jamais, vu que on est dans cette logique de microplastique, donc de finalement pollution éternelle. Et enfin, sur cette approche, Stéphanie, tu disais en effet d'aller s'appuyer, et Pierre-Étienne aussi, sur les leviers. On le voit dans l'étude avec les commerçants et autres, mais comment on a impliqué le réseau de transport, les différentes équipes de ville, les associations. Tiens, c'est à côté d'un supermarché. On se rend compte que finalement, les déchets qui sont autour de l'abri de bus, c'est des déchets des commerçants qui sont alentour. Donc ou du fast-food, comment on les implique? Et donc, comment on met à disposition tous ces outils? Donc, c'est vrai que pour nous, la prévention, elle fonctionne vraiment quand elle est ancrée dans des usages réels et qu'elle va être portée collectivement. Alors, c'est vrai que c'est plus musclé, parce qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et il faut être dans cette logique de décloisonner qui est forcément plus complexe.
Alors je me tourne vers notre géographe, cher Dorian. Est-ce que selon toi, ce rat du sol, ça devrait devenir une méthode, je vais reprendre le terme, allez, plus systémique, dès lors que on conçoit, on pense l'action publique à l'échelle locale? Oui, deux aspects sur le sujet. Un premier, je pense, c'est que l'intérêt de ce type d'approche, en tout cas la manière dont ça a été montré dans cette étude, c'est de repolitiser l'espace public. Ce qu'on entend souvent dans les discussions municipales, dans les programmes, c'est ah bah oui, regardez, il y a un nid de poule en plein milieu de la route, je peux pas passer, ou le trottoir il est mal fait à côté de chez moi, je me casse la gamelle, ou voilà, des approches qui sont, ou même voilà, il y a des déchets, etc. Des approches qui sont du quotidien et qui sont très fonctionnalistes en fait derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient empêcher la fonctionnalité de l'espace public en face de chez moi pour pouvoir me déplacer d'un endroit A à un endroit B, etc., etc. Sauf que ce que montre en partie l'étude, je trouve, c'est que derrière le fait de jeter, etc., il y a aussi une question de savoir quel est le rapport en fait, des jeteurs vis-à-vis de l'espace public. Est-ce quand effectivement on a une approche purement fonctionnelle, c'est ou comme une approche qui est vue comme extérieure à soi, c'est-à-dire mon chez moi c'est soit les lieux que je fréquente, soit mon domicile, l'extérieur, je m'en fiche quoi. Voilà, donc je pense que tout ça, ça réinterroge derrière. C'est voilà, comment on réinvestit l'espace public, comment on réfléchit au fait que c'est un bien commun, comment on fait aussi évoluer peut-être certains comportements en représentation de cet espace public. Voilà, je pense que déjà c'est un premier intérêt qui est assez fondamental. Et un deuxième sur cette approche par le ras du sol, pour moi ça renvoie à toute une littérature qui est en train de se développer depuis quelques années autour des territoires laissés pour compte, left behind places, etc., qui est autour de politiques qu'on appelle place-based, donc c'est-à-dire des politiques qui sont ancrées dans des lieux donnés. C'est-à-dire c'est pas des choses un peu standardisées qu'on applique à droite à gauche. Et justement, le fait d'avoir ces approches très spécifiques, un peu de l'ordinaire, etc., permet de spécifier, je pense, l'entrée dans ces problématiques-là. Voilà, un exemple tout bête et qui va rejoindre ma première remarque. Comme je vous ai dit, je travaille notamment sur des cités minières dans le bassin minier Pas-de-Calais. Il y a une sorte de petit cousin du PNRU, donc politique de renouvellement urbain, qui s'est fait dans les quartiers populaires, en Île-de-France et ailleurs. Chez nous, il y a un petit cousin qui s'appelle le RBM, Engagement pour renouveau du bassin minier, mais qui est en gros inspiré de l'ANRU. Et pour avoir participé à la menée de certaines de ces opérations, en tout cas dans les diagnostics qui étaient menés, mais plutôt en observateur, vous allez avoir donc des sociologues, consultants, où vous allez avoir des paysagistes qui viennent et qui vont vous dire le cadre de vie, bah oui, bah là il faudrait mettre une coulée verte. Là on voit que le trottoir il est mal fait, on va le refaire pour faire passer le bus. Là on va mettre un city-stat parce qu'il y a une pelouse qui sert à rien, puis city-stat c'est bien pour les jeunes. Mais voilà, qui a une approche très fonctionnaliste, très extérieure en fait à l'espace de vie urbain donné. Alors qu'on sait que les cités minières ont des problématiques spécifiques, un rapport mémoriel fort au passé minier, des problématiques de projection sur l'espace de vie, où on a un peu l'impression de s'y retrouver parce que voilà, il y a toutes ces questions d'évolution de l'espace de vie liées à l'après-mine, etc. Et tout ça est totalement occulté. Parce qu'on arrive avec des bonnes pratiques, on voit un foncier disponible, nous on arrive avec notre boîte à outils, bah oui, là on peut faire une coulée verte, là on peut faire un city-stat, comme si on était, je sais pas moi, partout en France, quoi. Et donc je trouve aussi que ces approches par le ras du sol, qui collent aux pratiques en fait, et à la spécificité des populations derrière, on a parlé de caractérisation, etc., permettent aussi de réancrer donc à la fois la politisation de l'espace public, comme je l'ai évoqué avant, mais aussi les mesures qui sont mises en avant et la manière dont on peut les traiter. Et peut-être que dans certains lieux, effectivement, il y aura des approches assez classiques d'installation d'équipements, de sensibilisation, etc. Peut-être que pour d'autres, le questionnement est plutôt, mais comment on réinvestit notre espace public qu'on a l'impression de plus reconnaître, de plus maîtriser, etc. Comment on le réinvestit, comment on change nos comportements vis-à-vis de celui-ci, et ça suffira. Et d'une certaine manière, ce qui a été montré dans l'étude, quand, alors je crois que c'était des techniciens d'agglo, enfin de collectivités, qui disaient bah oui, on a travaillé avec les commerçants pour que chacun fasse une partie du boulot, mais de cette manière, c'est ça, c'est une forme de politisation, là, une forme d'approche contractuelle de l'espace public, où on se dit voilà, réfléchissons à ce truc-là, on a chacun nos problèmes, l'espace public est politique parce que c'est aussi un espace de friction, par les agressions dans la rue qu'on entend, etc., mais également par le fait que des gens jettent comme ça et contreviennent à ce qui est pour nous une norme. Et donc comment on réinvestit ça et on essaie d'avoir une approche ensemble, contractuelle, de réponse à ces difficultés-là. Et donc je pense que et qu'il faut réinvestir de cette manière-là l'espace public. C'est pas juste une question d'urbaniste au sens et de paysagiste on fait des coulées vertes et on fait du trottoir, quoi.
Jean-Laurent, peut-être pour conclure, on disait il y a les élections municipales là, qui se rapprochent. Finalement, qu'est-ce que cette France, vue du sol, elle dit des attentes des habitants vis-à-vis de leur maire? Et dans ton étude, on voit hein, que la star, finalement, c'est ce mégot de cigarette. Est-ce que c'est pas aussi un indicateur très politique, finalement? Oui, bah, toute l'idée de l'étude est celle-là, et merci d'ailleurs parce que tous les intervenants l'ont dit, l'ont très bien dit, mieux dit que je l'aurais fait moi-même. C'est vrai qu'on est parti du mégot, on est parti du ras du sol, et on a très vite essayé de dézoomer pour parler du micro-quartier, de la grille d'avaloir, mais également du commerçant qui se trouve en face, de l'école, de l'hôpital, de l'agence d'intérim. Enfin, on a voulu raconter la vie des Français à travers les mégots. Ça, c'était le pitch de départ. Et puis, je me suis rendu compte au fil du cheminement que effectivement, je pensais partir sur un sujet de propreté et que je suis arrivé sur un sujet plutôt politique en fait. Parce que, pour employer un peu des grands mots, le rapport à la propreté, à l'espace public, c'est du vivre ensemble, c'est de l'appropriation territoriale. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'explique, que je raconte plutôt en conclusion, c'est l'avènement incroyable des ramassages citoyens, des clean walk. Cette pratique, ce rituel français émergent, si vous lisez la PQR, vous avez tous les jours au printemps des communes de toute taille qui organisent ces marches citoyennes avec les municipaux, avec les bénévoles, les associations, les pompiers, les chasseurs, les associations environnementales, et tout le monde participe. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on nettoie une ville, ça suffit pas évidemment, mais ça donne une impulsion. Et j'ai un des experts que j'avais interrogé, notamment Guillaume David, qui a fait ce recensement dont tu parlais, Pierre-Étienne, sur le nombre de mégots en France. Ça m'avait marqué, m'avait dit, mais parfois quand on fait des opérations de comptage, en fait, ça devient performatif, et les gens, les voisins, les commerçants commencent à nettoyer parce qu'en fait ils voient passer des enquêteurs et ils se disent oh là là, ça donne une impulsion de départ et c'est une prise de conscience. Et en fait il y a ce côté cet aspect modèle en fait du comportement qui est intéressant. Et l'autre aspect qui m'a marqué, je vais être très rapide, c'est parce que tu l'as déjà dit Victor, c'est la question de l'appropriation territoriale. Est-ce que je me sens dans ce quartier, dans cette ville, dans ce village, dans cette rue chez moi, ou est-ce que en fait je suis complètement indifférent à ce qui se passe parce que ce qui m'intéresse c'est mon jardin, mon intérieur, ma famille, et puis le reste je m'en fiche complètement. Et il se trouve que j'ai travaillé parallèlement à cette étude sur la question des déserts médiatiques et de la presse locale, et je me suis rendu compte en confrontant les deux problématiques à quel point cette question de est-ce que je m'intéresse à mon environnement immédiat ou pas, ça a un impact politique, parce que c'est ça qui va faire que je jette comme il faut ou pas, c'est ça qui va faire que je vais lire la presse locale et régionale ou que j'en ai rien à faire. Et donc je pense que c'est un sujet effectivement super politique, et dans les solutions pratiques, techniques et les leviers qui m'ont beaucoup été apportés par les intervenants, il y avait cette idée d'un peu de psychosociologie du quartier, qui était de dire finalement il faut recréer de l'appartenance à l'échelle quasi villageoise et refaire du quartier dans lequel vous vivez l'endroit où vous dites bonjour aux commerçants, vous connaissez vos voisins, et c'est ça qui fait que les gens ont envie de s'impliquer et ont un respect pour l'espace public par opposition à un espace anonyme. Et c'est pour ça qu'on a assez vite connecté la question de la propreté avec celle de la sécurité, non pas pour dire quand on jette on est un criminel en puissance ou les endroits sales sont des endroits dangereux, c'est pas ça, mais en fait l'idée c'était de dire les endroits sales et les endroits qui sont vus comme insécurisants pour une partie de la population sont deux révélateurs des mêmes mécaniques à l'œuvre, c'est-à-dire un certain refus en fait du fait d'être concerné par ce qui se passe autour de chez soi. Et voilà, c'est aussi un des enseignements de cette étude. Merci beaucoup à tous les cinq. Je vous propose qu'on prenne quelques questions, si vous en avez. Il y a une question d'abord au fond. Je sais qu'on a aussi quelques questions sur le live, donc si on a le temps, je les prendrai ensuite. Ouais. Merci beaucoup pour ces échanges. Je trouve qu'on comprend bien dans vos propos respectifs que le jet de mégot est une pratique pas nécessairement consciente et en tout cas pour beaucoup honteuse, en particulier avec ce chiffre dont vous parliez sur la grande proportion des personnes qui ne le feraient pas s'ils étaient vus. Mais j'avais une question justement sur les 20% à peu près qui restent, c'est-à-dire qui disent même si j'avais un agent de propreté face à moi, je jetterais mon mégot par terre. Est-ce que c'est une poursuite de cet inconscient ou est-ce qu'il y a des formes de revendication en fait du jet de mégot selon différentes logiques comportementales, virilistes, anarchistes que vous avez pu constater ou étudier? Qui se jette? Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant avec les agents de propreté.
et globalement les nettoiements, surtout lorsqu'ils sont très fréquents, c'est qu'on a pu constater que certaines personnes justifiaient de leur geste d'abandon de déchets, que ce soit un mégot ou un autre type de déchet, lorsque l'endroit était pris en charge par une structure dite responsable du lieu. C'est pour ça que je parlais de responsabilité. Donc l'espace public, de manière indifférenciée, il y a des agents d'entretien, il y a des agents de nettoiement qui sont là et qui vont le prendre en charge. Et je me rappelle d'une commune, d'une collectivité dont je tairai le nom parce que je ne veux pas la stigmatiser, mais où en fait il y avait un score extrêmement important de personnes à qui on posait la question sur pourquoi vous avez jeté, même devant, ça donne du travail, c'est à eux de le gérer. Alors ça peut nous paraître effectivement choquant, mais il y a aussi la question de c'est comme ça qu'est fait le système. Donc ça c'est un premier volet, ça n'explique pas tout. Je pense qu'il peut y avoir aussi des pratiques de manière très étrange d'appropriation d'un lieu. Et notamment, vous parliez effectivement d'anarchisme, alors je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là, je dirais, de revendication, mais je fais appel à vos souvenirs. Le coin fumeur du lycée, sous le préau, était une forme de marquage territorial d'un groupe qui était libre par rapport au règlement, libre par rapport aux horaires de cours. Et je pense, Jean-Laurent, je crois que tu citais des exemples effectivement derrière le stade, sur le parking d'un lieu de consommation, drive ou autre. Je pense que c'est plutôt peut-être de manière inconsciente cette dimension-là qui s'exprime. Après, je n'ai pas d'études statistiques pour prouver. Non, c'est vrai que moi, ce qui me choque toujours, c'est quand on voit des individus qui arrivent avec leur canette de coca, se placent devant la poubelle, et plutôt que de mettre la canette dans la poubelle, la mettre soit à côté ou soit juste sur le petit espace là en hauteur qui reste. Donc. Alors, Ça, c'est récurrent. Quand même. Je vais peut-être rebondir sur une image qui, forcément, vous l'avez en tête. Quand il y a des grèves des reapers, des équipes de nettoiement dans une ville, vous allez forcément avoir une accumulation de déchets et de manière... je sais pas, Paris, Marseille... Voilà. Avez-vous déjà observé ou avez-vous déjà eu ce comportement? Vous avez une petite bouteille, vous avez un gobelet, et en fait, vous posez sur la montagne. Moi, je l'ai vu à Paris et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, c'est vraiment cette idée de... y a des personnes qui, à un moment, vont le prendre en charge. Et je pense qu'effectivement, quand tu parles des clean-up, des clean walk qui sont effectivement très relayés par la presse, notamment locale, il y a cette idée de recréer la responsabilité de la gestion du lieu et pas simplement effectivement la rendre attribuée à un acteur privé. Pierre-Étienne, tu veux réagir et après on prend une autre question si vous voulez bien. Je réagis très rapidement. Ça me fait penser à deux choses, tout ce qui vient d'être dit. La première, c'est les campagnes contre lesquelles on essaye de lutter, qui sont souvent faites dans les collectivités, qui sont de montrer un tas géant de mégots. Et c'est exactement pour la raison que tu viens de dire, Stéphanie, en disant regardez ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, pour nous, ces campagnes-là, en fait, on sait qu'elles sont inefficientes parce que justement, elles créent exactement psychologiquement le phénomène dont tu viens de parler, de se dire ce comportement est donc largement pratiqué, le fait de jeter un mégot au sol. Donc finalement, ça me donne une légitimité. Ça se retrouve presque à être contre-productif. Pourquoi pas moi? Pourquoi je devrais être le premier à enlever ma petite brique de l'édifice de cette pyramide de mégots. Et donc ça, c'est typiquement le type de communication, en effet, parce que ça renvoie à ces ressorts-là, contre lesquels nous, on essaye vraiment d'encourager à ne pas utiliser ce type d'approche et d'être dans d'autres types de sensibilisation. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Et sur les 20% en tant que tel, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de phénomènes, en fait, avec toujours, nous on le voit aussi dans nos études, on a 20% qui sont très concernés, impliqués. Ensuite, on a 60% qui sont un peu entre les deux, qui ne sont pas dans une posture de rejet total de cette norme de jeter son mégot. Et on retrouve toujours ces fameux 20% qui sont pour nous un peu les derniers à aller chercher. Comme dans toute courbe d'adoption, je pense que parce que ces comportements sont ancrés, en effet, il peut y avoir plein de raisons derrière. Ce geste devient à ce moment-là aussi quelque chose qui peut exprimer une certaine rébellion. Et
et on sait que dans toutes nos politiques, nos changements de comportement, ça va être les derniers qu'on va aller chercher et ils vont se cristalliser pour nous petit à petit en fait dans des pratiques un peu à la marge. Voilà. Peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions, si vous le voulez bien, des questions relativement courtes, comme je sais qu'on a tous des impératifs après. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une petite question sur l'orientation politique des villes. Alors la question s'adresse en premier à Monsieur Delphi sur les collectivités. Est-ce que déjà il y a une orientation politique des collectivités qui vont travailler avec vous? Est-ce que concrètement c'est plus des mairies de droite ou de gauche? Ça, c'est ma première question. Est-ce que parmi les clients que vous avez depuis décembre 2025, est-ce qu'on note une tendance politique aussi? Et puis, et je m'arrêterai là, est-ce que c'est principalement des villes ou des intercos? Est-ce que c'est des petites communes qui vont travailler avec vous, ou est-ce qu'il y a quand même des synergies au niveau des intercommunalités qui vont se faire pour toucher davantage de monde? Voilà, merci. Une autre question? Merci beaucoup, merci pour l'organisation de cette table ronde. C'était vraiment très intéressant et la pensée systémique, en effet, est quelque chose de très important. Moi, ma question, elle porte plus sur... en fait, vous avez parlé assez rapidement de l'intentionnalité et du fait qu'il n'y a pas d'intentionnalité dans le jet de mégots en soi. Et vous avez cité plusieurs exemples, on pense à autre chose, on est pressé, etc. Mais du coup, est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît, un peu cet argumentaire d'intentionnalité? Parce qu'en effet, moi, je ne me vois pas forcément aller vers les élus et leur dire, en fait, les gens qui jettent leurs déchets ne le font pas consciemment. Enfin, c'est quand même un peu difficile à dire. Il y a plusieurs niveaux d'intentionnalité. Donc, en fait, c'était pour développer un petit peu votre argumentaire là-dessus, s'il vous plaît. Peut-être une troisième et quatrième question, et après, comme ça, on peut faire un tour de table, et moi, je reviendrai sur les deux, trois questions qui nous ont été posées avant de conclure. Sur le chat. Oui, bonjour, Katia Belker, NJ. J'avais une question très rapide, je ne sais pas si vous l'avez abordée. C'est plus sous l'angle sociologique que vous aviez soulevé par rapport aux mégots. Est-ce que vous avez vu une différenciation entre les différents hotspots qui vous donne en fait une image sociologique différenciée en fonction de la petite commune, voilà, c'est plus, et aussi de ces lieux de festivité, en fait, quel est l'enseignement finalement que vous avez pu faire au-delà du déchet en tant que tel et de son traitement, mais plutôt sous l'angle sociologique et territorial, s'il y a une différenciation. Monsieur. Merci beaucoup. Ouais. Donc, je m'appelle Jean-Marc Bouillon. Je suis co-coordinateur national du Mégoton 2026, donc dans un collectif d'associations locales, régionales et nationales. Et donc ma question, c'est est-ce qu'il y aura une suite à cette étude? Est-ce que vous pensez faire un volume 2? Est-ce que voilà. Donc voilà, c'est ma question. Merci beaucoup. Alors peut-être Pierre-Étienne sur la question politique. Merci pour cette question qui est encore une fois très adaptée en plus au contexte. Peut-être d'abord pour reprendre un pas de recul sur la structure même d'Alcom, qui est l'éco-organisme. Donc nous, en fait, les villes ne sont pas des clientes, elles sont des partenaires bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est nous qui leur versons en fait des soutiens. L'éco-organisme, nous, notre budget nous vient de tous ceux qui mettent sur le marché des produits de tabac en fait ont une obligation qu'on appelle une éco-contribution. Et comme tous les éco-organismes, c'est cette éco-contribution qu'on perçoit et qu'ensuite on redirige vers des acteurs pour lutter en fait justement sur le déchet sur lequel on est mandaté. Et en l'occurrence, nous, ce sont les mégots. Donc ces villes qui sont bénéficiaires, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de tendance en fonction d'une politique majoritaire, on va dire, dans la collectivité. C'est un sujet en fait qui touche assez largement, on s'en rend compte, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait finalement. Encore une fois, l'étude le met bien en avant, hein. Il va y avoir des enjeux de bien vivre ensemble, d'appropriation, d'écologie, mais aussi des notions de propreté,
de lutter contre ce mégot qui peut être vu comme une pollution visuelle ou un désordre un petit peu aussi sur la voirie. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve, on va dire, au sein des équipes, et on n'a pas de coloration politique, on va dire, majoritaire dans les villes qui se sont emparées du sujet, et pour moi c'est très positif, et c'est très encourageant pour la suite justement de se rendre compte de ça. Et peut-être Dorian, sur le volet politique, il y a aussi la question des typologies de territoire. Oui, sur le volet politique, comme quelque chose qui est contextualisé sur les municipales, c'est que ce sont des élections qui sont apolitiques au sens politique partisane. On a souvent cet effet déformant des métropoles, Paris par exemple, qui en fait exacerbe les ancrages partisans. Dans la plupart des communes, villes moyennes, c'est pas la couleur politique qui compte, quoi. Voilà, moi par exemple je viens du bassin mineur Pas-de-Calais, qui est maintenant conquis par le Rassemblement National. 11 des 12 circos sont Rassemblement National, avec des scores au présidentiel qui dépassent qui pètent les plafonds. Il n'y a que 2 maires RN par exemple. Alors ça va peut-être bouger là avec les prochaines municipales, mais en fait ce qui compte c'est plutôt le personnage, la manière dont on voit qu'il traite des enjeux du quotidien, donc la couleur politique souvent est relativement marginale là-dessus. Et alors après sur la typologie de l'U, alors je sais pas, parce qu'il faudrait plutôt demander à la personne qui a réalisé l'enquête, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant à la fois d'avoir ce toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une variable proprement spatiale ou est-ce qu'il y a une variable aussi proprement sociologique. On voit qu'en fonction d'un milieu social donné, on retrouve des comportements similaires dans différents lieux, ou est-ce que c'est plutôt le fait d'être d'un certain type de lieu, de niveau d'urbanité, ville moyenne, etc., qui fait qu'on a des comportements particuliers, en gardant toujours en tête que c'est d'isoler des variables qui sont toujours connectées. Il n'y a pas d'un seul coup on est prolétaire et d'un seul coup on est habitant du périurbain. Donc, mais c'est forcément des choses intéressantes à creuser. Rapidement sur la question de la sociologie du territoire, c'est vraiment tout l'objet de l'étude, donc je vous invite à la consulter, vous verrez qu'il y a toute une typologie des hotspots. Et en fait, moi, la première question que j'avais posée, d'ailleurs, je me rappelle notamment à Pierre-Etienne, c'était je voulais savoir où étaient les hotspots, et j'avais une idée en tête qui s'est révélée fausse, qui était si on sait qui sont les gens qui habitent autour, c'est que ce sont les gens qui jettent leurs mégots. Et en fait, c'est l'inverse. C'est en fait le hotspot dit quelque chose, encore on revient au point de départ de la France consommée, occupée au moment T. Et donc, en fait, on ne peut pas déduire des caractéristiques des habitants qui sont les responsables du jet de mégots. Et deuxièmement, pour la question politique, c'est marrant parce que c'est aussi une des premières questions que j'ai posées, c'est est-ce que les communes qui s'intéressent au sujet des mégots sont de droite ou de gauche? Et on m'a dit c'est vraiment une question, c'est pas la bonne question à se poser, il y a tout. Et en fait, ce que je trouve maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je me rends compte que ce qui fait l'appropriation, c'est justement cette idée de fierté territoriale locale, c'est l'engagement des équipes à tous les niveaux, c'est-à-dire du maire, de l'élu, de l'adjoint au cantonnier. Et vraiment, ça c'est hyper important, je l'ai vu sur le terrain. Et je conclus d'ailleurs l'étude en disant d'une manière un peu provocatrice et caricaturale, si on résume les enjeux des municipales, la droite est obsédée par la sécurité et la gauche est obsédée par les ZFE, enfin la place de la voiture. C'est évidemment une caricature parce que la gauche maintenant s'intéresse à la sécurité et la droite est concernée par les questions de cadre de vie, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux sujets sont symétriquement utilisés pour cliver, alors qu'en fait, la propreté, en fait, elle touche aux deux. En fait, au cadre de vie, à la sécurité, au bien-être, et en fait, elle est ni de droite ni de gauche, quoi. Et c'est ça qui en fait un sujet extrêmement porteur, et peut-être paradoxalement un peu sous les radars. Et sur la conscientisation ou non du geste, qu'est-ce qu'il faut dire justement aux élus, aux maires, peut-être Aude, Stéphanie? Peut-être juste sur l'intentionnalité. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jean-Laurent. Je pense que comme je parlais de moralisation en fait des comportements, et le jet de mégot est forcément n'est pas épargné, parce qu'il y a aussi cette idée de si les gens agissent comme ils le font, c'est parce qu'il y a une rationalité du comportement. Et en fait, il n'y a pas de rationalité du comportement, donc il ne peut pas y avoir d'intentionnalité. Il va y avoir une norme, il va y avoir des attitudes, il va y avoir des représentations, et c'est sur ce terreau-là que se construisent nos comportements. Donc je ne vais pas être très théorique, mais je trouve que c'est aussi, c'est très en lien avec ce que tu viens de dire, Jean-Laurent, parce que si on aborde la question des déchets sur l'angle de l'intention, forcément on y met, du coup, il y a ceux qui jouent dans le camp et ceux qui sont contre. Donc il y a de la conflictualité.
Alors qu'en fait, il faut plutôt voir sur un versant qui est positif. D'ailleurs, on voit bien dans les municipales, il y a certains qui prennent le sujet de la propreté, et souvent, l'angle, il est pris pour déstabiliser le maire sortant, c'est-à-dire en opposition. Voilà. Donc si on abandonne l'idée d'intentionnalité, on peut construire du positif sur la question des déchets. Après, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que enfin, parce qu'il y a l'intentionnalité, mais finalement, il y a la question derrière, il y avait aussi de est-ce que les gens le font exprès, enfin inconsciemment ou pas consciemment. Le mégot, il y a cet effet, ce geste automatique qui est peut-être un petit peu différent sur d'autres déchets. Est-ce que c'est intentionnel ou en fait juste j'ai même pas envie d'y penser ou c'est pas ma préoccupation et c'est là où ça met peut-être nous quand on le voit comme ça on dit mais attends, il vient de manger un truc, il était sur le banc, il laisse son gobelet ou autre. En fait, il est pas intentionnellement, il se dit pas je vais le laisser là pour etc. Voilà, c'est j'y pense pas, il y a bien quelqu'un qui va ramasser, il y en a d'autres qui le font. Nous, dans le cadre d'expérimentation, on a une anecdote assez parlante, je trouve, c'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui était interrogé, parce qu'il avait fait, donc en tout cas, il avait abandonné un déchet, et il disait, et il venait d'un autre pays. Il disait, moi habituellement, bah, je le fais pas, enfin là où j'habite, je le fais pas, mais ici, je vois qu'il y en a qui le font. Donc aussi, il y a des autorisations. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que la poubelle était trop pleine, donc ce n'est plus de ma responsabilité, et il y a tous ces mécanismes qui font qu'en effet c'est intéressant de ne pas se dire c'est fait exprès. Maintenant quand c'est pas fait exprès, ça ne veut pas dire que c'est... Enfin voilà, il y a cette petite notion. Et sur le volume 2, c'est une bonne question. C'est vrai que cette question, en tout cas de la propreté, comme je le disais, de la lutte contre les incivilités, c'est un axe structurant au sein de nos travaux. On a discuté un petit peu tout à l'heure en amont de la conférence, vous ne l'avez pas dit modestement, mais vous sortez une thèse aussi sur le sujet, donc on pourra la transmettre parce que je crois qu'elle est en libre accès et bien sûr en discuter. Peut-être si vous le voulez bien pour terminer, parce que le temps défile, 2 questions qui nous ont été posées sur le streaming vidéo. Une première question simple, basique, est-ce que le sale amène le sale dans l'espace public? Et une autre sur, est-ce qu'il existe un paradoxe entre le fait d'avoir des lieux de plus en plus piétonnés, végétalisés, et le fait que ça ramène de plus en plus de gens sur ces territoires, et donc potentiellement plus de saleté? Je sais que sur le second point... Oui. La réponse est grosso modo oui. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on observe dans les différentes expérimentations qui ont pu être menées. C'est aussi la fameuse théorie de la vitre cassée, hein, que certainement certains d'entre vous connaissent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des incivilités commencent à être visibles et commencent à être socialement acceptées, ça fait écho aussi à ce que tu viens juste de nous raconter, Aude, et bien sûr, ce comportement va se retrouver amplifié. Et il va y avoir un effet d'accélération qui va se mettre en place puisque ça va attirer des comportements de plus en plus extrêmes, déviants. Et c'est pour ça que c'est bien pour ça que les équipes, comme tu le disais, sont là à 5h30 du matin le lendemain pour casser cette dynamique tout de suite, pour éviter justement que ce phénomène se mette en place dans les collectivités. Et Jean-Laurent, sur le second point? Oui, juste un mot là-dessus, parce que c'est hyper. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que je ne m'attendais pas. Enfin, quand on va sur le terrain, c'est aussi pouvoir remonter des choses auxquelles on ne s'attend pas a priori. Et c'est vrai que j'ai été frappé par le responsable de service technique à Banyuls qui m'a dit finalement, on a fait des cheminements piétonniers sur le port, on a des nouvelles terrasses de café, on a un espace pour les enfants, on a ceci, on a cela, on a des jardinières. Et en fait, on doit s'occuper d'un périmètre de plus en plus étendu. Nous les équipes, et donc pour les habitants c'est très bien, il y a de plus en plus de lieux où flâner, de plus en plus de lieux où se poser, mais le problème c'est que c'est de plus en plus d'incitation à passer des moments agréables, des pique-niques, des apéros, des balades ou des promenades ou que sais-je, et donc à jeter. Et ça c'est un paradoxe extrêmement important de l'amélioration de la qualité de l'environnement des villes, a en fait tendance à susciter en fait du déchet, alors même que moi je pense que il me semble que sur le long terme, on a plutôt mesuré une baisse de la quantité de déchets. Les gens ne sont pas plus sales en 2025 qu'ils l'étaient dans les années 60 ou voire 2000. Et Stéphanie parlait très bien de la loi E20 et comment la norme s'est inversée. C'est juste que je pense que l'espace public change. Paradoxalement, ça peut le rendre sale et que aussi le seuil de tolérance probablement a baissé.
Merci à vous tous. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin. N'hésitez pas à prendre un petit café avant de partir. Et puis nous, on continuera, vous le saurez bientôt, tous nos événements. On en a un certain nombre qui sont prévus, notamment dans la perspective des élections municipales. Je rappelle que cette étude, comme l'ensemble de nos publications, sont en libre accès sur notre site internet, comme nous sommes une association 1901 d'intérêt général. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Merci beaucoup. Au revoir.